Mettez-vous d'accord, Benjamin Glaise. Et oui, mettez-vous d'accord avec l'ensemble de nos débatteurs du jour, que je remercie. Oui, je les remercie d'être avec nous. Alex Darmon, tout d'abord, journaliste politique, chaîne YouTube Les Indécis, tous les vendredis aussi dans La Vérité en face, avec Eric Tegner. L'émission de, Patrick Roger. Bonjour Alex Darmon, bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Benjamin. Bonjour et merci d'être avec nous, directeur général de l'IFOP. Votre ouvrage « Parlons-nous tous la même langue » aux éditions de l'Aube. Éric Revel, bonjour. Bonjour Benjamin. Journaliste, éditorialiste Sud Radio, on vous retrouve les lundis, mardis, mercredis matin aux alentours de 7h25 dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Et puis Frédéric Fougera, bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous, président de Tenkan Paris, auteur de Anthologie de la com. C'est aux éditions Bréal Sudirama. On a beaucoup de sujets à évoquer ce matin. On va commencer tout de même avec, comme c'est la coutume, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On commence, allez, tenez par un coup de cœur, celui d'Éric Revel. On va parler raquette. Oui, c'est un coup de cœur léger, parce que là, on n'est pas dans le courage de cette jeune Iranienne dont on parlera tout à l'heure. Mais j'ai un coup de cœur. Ça fait longtemps que je suis le tennis. J'ai un peu joué. Vous en faites toujours Non, j'en fais plus. Non, j'en fais plus maintenant. Mais oui, un coup de cœur pour Hugo Humbert, qui a été en finale donc à Bercy contre Zverev. Alors il n'a pas pesé lourd, 6-2, 6-2. Bon, il a été balayé. Mais alors ce que j'aime bien, d'abord, on cherche depuis longtemps un leader au tennis français, depuis les retraites de Tsonga, et des autres, et Gasquet, absolument. Et alors ce que je trouve sympathique chez Hugo Humbert, c'est ce qu'il a dit à plusieurs reprises. Il a dit, en fait, pour me motiver, je me parle à moi-même. Il y a quelqu'un d'autre dans ma tête, et en fait, même sur le court, je m'encourage moi-même et je ne renonce pas. Et ça, c'est quand même la marque des champions. Maintenant, il a un jeu de service volé avec un service puissant. C'est pas quelqu'un qui gagnera Roland Garros, je vous le dis tout de suite. Il tape à plat et il tape fort. Ouais, bon, c'est pas le style Roland. Mais je voulais le souligner parce que ça faisait, je sais plus, 2009, je crois. 2011 qu'on n'a pas eu un Français en finale. Donc voilà, il a enflammé Bercy, qui pour l'occasion d'ailleurs tenait son dernier tournoi à Bercy, puisqu'après ça va se jouer à la Défense, à l'Arena. Bon voilà, je voulais avoir une petite pensée pour lui. Alors quand on voit les deux champions à la remise du trophée, on voit qu'il y a quand même une différence de gabarit, d'attitude entre Zverev, l'Allemand, il est allemand, tout à fait, et Humbert. Bon voilà, un petit coup de cœur pour la performance, pour cette belle semaine. Il a battu quand même Alcaraz. Il gagne une place dans le classement ATP, il devient 14e joueur mondial. Bon, ça commence à peser. C'est pas mal, mais vous voyez aussi la différence entre les 3-4 premiers et puis la suite. C'était déjà le cas avant. Avec et là, ça s'est vu. Bon, voilà. Bravo Hugo. Non, mais je partage complètement ce coup de cœur. Même si c'est vrai que ça amène un peu de baume, après la catastrophe des Jeux Olympiques, de Roland Garros, de l'US Open. Et c'est vrai que moi j'aimais beaucoup Yvan Lendl. Il disait, c'est dans les grands chelems qu'on voit la différence entre les grands joueurs et les enfants. C'était dur, mais c'est vrai que je rappellerai qu'il n'y a pas de Français vainqueur en grand chelem. Il ne faut pas oublier les filles, puis Mauresmo dans les années 2010, depuis Marie-Pierce à Roland Garros en 2000, mais chez les hommes depuis la fameuse victoire de Yannick Noah en 83. Et Bartoli. La dernière, c'est Marion Bartoli, mais c'est le tennis féminin. Et Noah en 83. Non, mais on est d'accord qu'il y a un vrai problème. Et c'est vrai que cette saison indoor a vu des Français plutôt bien réussir la semaine dernière, cette semaine. Et comme Eric, j'ai un petit pincement au cœur parce que les années Bercy, c'était formidable. J'ai la chance d'être allé à la première édition du tournoi en 86, ça remonte à loin. Voilà. C'était le quart d'heure en 5 combattants. Voilà. Frédéric Dabi, vous gardez à la main un coup de cœur pour le courage de cette Iranienne. Oui, elle s'appelle Aoudaryahi. Elle a été son courage a été vu dans le monde entier. Elle est harcelée pour mauvais port du voile et elle a fait un geste fou dans le pays dans lequel elle vit, dans cette dictature qui est l'Iran des mollahs. Elle a déployé sa chevelure, elle s'est même déshabillée. Là, elle a gardé la tête haute et elle a défié les autorités, les milices locales. Et bon, elle a été arrêtée, elle a été battue. On ne sait pas quel est son sort. Je ne sais pas si vous avez des informations. Et c'est vrai que psychiatrique. en termes d'image, c'est extrêmement fort. Ça me rappelle
ce jeune Chinois faisant face à un char en 1989. Ça rappelle cet ouvrier allemand en 1934 dans une réunion publique où c'est le seul qui garde les bras croisés face à toute une foule qui tend le bras face aux nazis. Et c'est vrai que c'est un courage absolument incroyable dans un pays qui est, il faut le dire, qui a un peuple formidable, mais qui vit dans une sombre dictature qui est à bout de souffle, mais qui est toujours là depuis 1979. Ce matin encore, un jeune qui avait été arrêté à l'âge de 17 ans pour rien quasiment a été pendu. Il était juif. Il a sans doute été accusé d'espionnage par les mollahs. Ao Dariahi, retenez son nom, c'est important de le donner parce que c'est vrai qu'Alex Darmon, on en a assez peu entendu parler dans les médias finalement. Ouais, c'est très émouvant cette histoire. Et je suis désolé, mais quand vous voyez dans le même temps qu'on confie à l'Iran des conférences pour le droit des femmes de la part de l'ONU, vous vous dites quand même qu'il y a... Je vais employer le mot de malentendu. J'aurais envie d'en employer un autre, mais je ne peux pas le faire. Donc en réalité, effectivement, on entend très peu parler. Cette image est incroyablement forte de voir cette jeune fille dénudée en culotte, en quelque sorte, effectivement, cheveux au vent. Et de savoir qu'aujourd'hui elle a été arrêtée et on l'a dit internée en hôpital psychiatrique, en tout cas c'est ce qu'on nous en dit. Malheureusement, on peut que espérer pour elle que le monde réagisse en quelque sorte. Vous n'entendez rien de la part de l'ONU d'ailleurs depuis quelques heures. Vous n'entendez rien de la part communauté internationale, de la communauté internationale là-dessus. Frédéric Fougera, je ne sais pas si vous avez vu cette image, elle est assez marquante, quoi. Elle est glaçante aussi. Oui, j'ai vu cette image, comme ça a été dit, c'est une image qui est déjà rentrée dans l'histoire quelque part. C'est le symbole d'un courage absolu face à un régime des plus terribles au monde. Maintenant, il faut que cette image aussi, elle ait une utilité. Alors je pense qu'elle entachera à tout jamais ce régime iranien. Maintenant, espérons qu'elle ait une utilité. En tout cas, elle montre aussi le décalage entre le courage, je redis ce mot, mais il n'y en a pas d'autres de ces femmes qui sont des vraies militantes par rapport à d'autres militantes de canapé qui nous donnent des leçons, mais qui n'ont absolument aucun courage et qui sont de plus en plus minables quand on voit justement ce que ces femmes iraniennes peuvent faire juste pour survivre en fait en réalité. Frédéric Fougera, Éric Revel, Frédéric Dabi, Alex Darmon, on reste ensemble, on poursuit ces débats et puis les coups de cœur et coups de gueule à suivre, celui de Frédéric Fougera et puis d'Alex Darmon. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Benjamin Glaise. Eh oui, mettez-vous d'accord, les débats jusqu'à midi avec nos débatteurs du jour, Alex Darmon, journaliste politique, chaîne YouTube Les Indécis, qu'on retrouve tous les vendredis, La Vérité en face, émission de Patrick Roger, 9h-10h. Frédéric Dabi est également avec nous, directeur général de l'IFOP, auteur de Parlons-nous tous la même langue, d'édition de l'Aube. Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio, qu'on retrouve lundi, mardi, mercredi matin dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Et puis Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, auteur d'Anthologie de la com aux éditions Réal Sulirama. On poursuit les coups de cœur et les coups de gueule. C'est assez rare pour être signalé. Il y a plus de coups de cœur que de coups de gueule aujourd'hui. Tant mieux, ça fait du bien pour commencer la semaine. On poursuit alors avec un coup de gueule. Il en fallait. C'est vous, Alex Darmon. On parle de rugby. Ouais. Du match de samedi soir qui a opposé La Rochelle au Stade Français et du retour d'Oscar Gégou, le joueur, vous savez, l'un des deux joueurs qui avait été mis en cause en Argentine lors de la tournée de l'équipe de France de rugby l'été dernier. Et donc il a fait son retour sur les pelouses de top 14. Un excellent joueur, vraiment très bon joueur de rugby, ça y a pas de débat. Le fait qu'il joue, même, j'ai envie de dire, c'est pas mon coup de gueule. La présomption d'innocence. Hugo Radou avait déjà rejoué. Déjà refoulé les pelouses avec son club de Pau. Lui, c'était la première, c'était le retour. Le club avait dit qu'il ne le ferait pas rejouer avant la décision de non-lieu qui devrait arriver, si elle arrive dans les semaines qui viennent. Et il a rejoué malgré tout cela samedi soir à Marcel de Flandre. Et moi, ce qui m'a dérangé, je vous le dis sincèrement, ce qui m'a gêné véritablement, ce sont les acclamations pour ce joueur, Oscar Gégou. Je suis pas juge, donc je juge pas ce qu'il a fait. Encore une fois, je suis très attaché à la présomption d'innocence, donc il est à droit comme tout le monde. Maintenant, il y a peut-être. Qu'est-ce qui vous a choqué alors? Le fait qu'il soit acclamé, voilà, parce que c'est un bon joueur, on peut tout lui pardonner. Vous voyez, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Malgré tout, quand même, il y a dû avoir des comportements inadéquats, sans dire qu'ils sont irresponsables ou illégitimes ou coupables forcément. Et il est en plein dans une affaire juridique qui a secoué la France, qui a donné une mauvaise image de la France. Je pense pas que le rôle du public samedi soir était de l'acclamer et de crier son nom comme si c'était pas grave ce qui s'était passé. C'est grave. C'est grave d'une façon ou d'une autre. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur le compte Twitter de Sud Radio Rugby. Effectivement, des
des images qui ont marqué ce week-end. Eric Revel, ça vous a choqué ou pas ces acclamations? Bah non, moi je suis pas d'accord. Je vais vous dire, je connais bien le Stade Rochelais. Il m'arrive d'aller parfois à Marcel de Flandre. La responsabilité, c'est celle de faire jouer le joueur. C'est la direction du Stade Rochelais qui dit le Gégou doit réintégrer l'effectif. Dès l'instant où il est sur un terrain et que c'est un très bon joueur, comme vous l'avez dit, vous vouliez quoi? Qu'il le siffle, Bah non, en plus il marque un essai contre le Stade Français. Voilà, je rappelle quand même que dans cette affaire, moi non plus je suis pas juge et je n'ai pas accès au dossier à l'enquête, mais les 2 joueurs incriminés pour agression potentiellement ont été d'abord emprisonnés, puis mis en résidence surveillée en Argentine, puis autorisés à rentrer en France avec un non-lieu qui doit intervenir toutes les semaines de la part de la justice argentine et qui n'intervient pas. Donc il y a sans doute une lenteur de la justice argentine, mais ce que je veux dire, c'est que la présomption d'innocence, elle joue. Si on l'a laissé rentrer après la mise à mal quand même des vidéos, des témoignages de la femme qui aurait été agressée, j'imagine que la justice argentine l'a pas fait pour rien. Donc en réalité, dès l'instant où vous réintégrez un joueur dans une équipe de rugby, et à La Rochelle on aime le rugby et on a une belle équipe qui a été championne d'Europe, double championne d'Europe, dès l'instant où vous le réintégrez dans l'équipe, ça me semble normal que les supporters l'applaudissent. Je vois pas comment ça aurait pu être différent. Non, mais maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé non plus. Désaccord entre Eric Revel et Alex Darmon. Juste pour conclure, moi je dis pas qu'il faut le siffler ou qu'il faut pas l'acclamer. Enfin si, je dis qu'il faut pas l'acclamer. Moi ce qui m'a dérangé, c'est à la fin du match, cette image d'Oscar Gégou qui se présente devant l'une des tribunes principales du stade et tout le monde l'applaudit. Enfin, je veux dire, c'est quand même, si ce n'est pas grave, en tout cas, c'est pas honorable pour la France. C'est de l'indécence. Un petit peu. Ouais. Quand vous êtes un joueur de rugby, que vous êtes au cœur de cette histoire. Encore une fois, je dis pas qu'il est coupable ou innocent, j'en sais rien. Il fallait pas faire jouer. Peut-être. C'est ce que d'ailleurs avait déclaré La Rochelle en disant qu'il ne le ferait pas jouer avant le non-lieu. Voilà. Désaccord donc Eric Revel et Alex Darmon. Frédéric Fougera, vous allez jouer le rôle d'arbitre. Non, certainement pas d'arbitre, mais à la limite de sage, mais c'est même prétentieux. Mais non, mais ce qui est très compliqué et très délicat dans ces affaires, c'est finalement toujours l'interprétation qu'on met derrière les faits. Et avec la supposée interprétation qu'on met derrière les faits, quelque part, on est déjà dans un jugement alors qu'on ne voudrait pas juger. Et c'est extrêmement délicat. Donc voilà, est-ce que ne pas le faire jouer, ça veut dire donc le condamner? C'était une façon d'interpréter les faits. Oui, mais le faire jouer, s'il fait un bon match, c'est forcer les supporters à l'applaudir. Et il a fait un bon match, et il a marqué un essai. C'est exactement ça. Mais donc c'est l'interprétation qu'on met derrière qui nous amène quand même à nous comporter en juge, même quand on ne souhaite pas juger. C'est ça qui est délicat. Sud Radio, la radio du rugby, vous le savez, avec bien toute l'équipe qui est là le week-end sur Sud Radio. Et puis l'interview d'Antoine Dupont, exclusive de Sud Radio, vous pouvez également retrouver sur le site internet de sudradio.fr. Frédéric Fougera, vous gardez la main. Vous, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Ouais. Vous parlez du week-end, et c'est justement, en fait, mon coup de cœur, il est inspiré par Blandine Mercier, qui a été invitée ce week-end, de Jean-Marie Bordry et de Thomas Binet dans Oser entreprendre. Et c'est un coup de cœur pour une innovation française, s'il vous plaît. Alors je le précise, parce que comme on aime se flageller, oui, ce sont des Français qui viennent de lancer un nouveau réseau social professionnel concurrent de LinkedIn. Alors vous allez me dire, c'est sacrément ambitieux. Ils s'attaquent à gros. Ils s'attaquent à gros, c'est sacrément ambitieux. Alors c'est pas un concurrent au format identique, qui je pense n'aurait aucun intérêt et surtout aucune chance de réussir. Hello Masters, c'est le nom de ce nouveau réseau social, a pour ambition d'apporter des réponses à des questions nouvelles mais qui se posent déjà. Alors pour poser le sujet, en 2025, c'est-à-dire déjà demain, les premiers millennials seront déjà considérés comme des seniors. En 2030, un actif sur 3 en France aura plus de 50 ans. Et depuis 1950, les Français ont gagné 17 ans d'espérance de vie. Une des raisons qui amène nos gouvernements à repousser régulièrement l'âge du départ à la retraite. Et je pense que cela continuera. Enfin, et surtout peut-être pour des raisons d'économie, les entreprises se séparent facilement des seniors parce qu'ils ont les salaires les plus élevés pour les remplacer par des juniors moins expérimentés, mais surtout moins chers. Et donc en face de cette situation, où de plus en plus de seniors se retrouvent sur le marché du travail, qu'est-ce qui a été prévu? Eh bien à peu près rien. En fait, on légifère, on réglemente, mais on anticipe rien. Et ce nouveau réseau social, Hello Masters, c'est une réponse aux attentes de tous ces professionnels expérimentés qui veulent travailler, qui ont besoin de travailler, qui peut-être aussi imaginent un quotidien professionnel différent de celui qu'ils ont pu avoir au début de leur carrière ou durant toute leur vie professionnelle. C'est travailler à plein temps, mais aussi
parfois travailler à temps partiel, c'est faire du management de transition, c'est travailler en temps partagé, ici dans une entreprise, ici dans une association. Investir dans une entreprise ou créer, reprendre, céder une activité. En fait, il y a plein de façons différentes de travailler et je pense que notre mental, notre envie, nos ambitions, notre courage, notre force est différente avec la prise de l'âge, mais avec l'expérience. Quand je dis on, parce que je fais partie de ces seniors, on a envie et besoin de travailler, mais peut-être de façon différente. Voilà, c'est tout ça là, Hello Masters, avec une mise en avant des compétences plus que de la carrière, les compétences et l'expérience. Deux directeurs généraux n'ont pas forcément la même valeur, les mêmes connaissances, les mêmes expériences, mais par contre les gens ont des compétences qu'on peut mettre en avant et qui sont parfois très recherchées, notamment par les plus petites entreprises, par des startups, par beaucoup d'acteurs de l'emploi. Et c'est aussi une plateforme qui devrait particulièrement intéresser les recruteurs qui manquent de données sur la compétence. Et donc, c'est peut-être Hello Master, c'est peut-être une des clés, une des solutions d'avenir de l'emploi des seniors. Et seniors, on dit pas des gens qui ne valent plus rien, on dit des gens qui ont de l'expérience et de la compétence. C'est ça. À revendre. On a du retard très clairement sur l'emploi des seniors, Eric Revel. Oui, l'employabilité des seniors, comme disent les spécialistes en France, est parmi les pays à niveau de développement équivalent pratiquement le plus bas en France. Alors, c'est un sujet sur lequel apparemment les partenaires sociaux et le gouvernement sont en train de se mettre d'accord. Comment prolonger les seniors dans l'entreprise? C'est évidemment lié aussi à la réforme des indemnités chômage, parce que quand vous êtes sorti au bout de 2 ans des indemnités de chômage et qu'à 55 ans vous êtes sorti de la boîte ou à 50 ans, ça vous laisse une poche de paupérisation très forte, c'est-à-dire des seniors qui ne sont plus employables par les entreprises et qui ne touchent plus d'aide au chômage. Et ça, évidemment, c'est un vrai sujet. Et puis, comme vous le disiez, vous avez raison. L'expérience, c'est la phrase de Confucius, l'expérience est une lanterne qui, accrochée dans le dos, sert à éclairer le chemin parcouru. Eh ben oui, les seniors ont de l'expérience et ils peuvent éclairer le chemin dans des boîtes de bien des jeunes. Allez, on revient dans un instant. Frédéric Dabi, vous êtes pas venu les mains vides ce matin. Ah non, jamais. Aux innocents, les mains pleines. Valise IFOP fiduciale, le regard des Français sur l'incarnation de la gauche. Qui incarne le mieux la gauche aujourd'hui? Réponse dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Benjamin Glaise. Mettez-vous d'accord jusqu'à midi avec Frédéric Fougera, Eric Revel, Alex Darmon et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, qui nous vient donc avec cette balise IFOP fiduciale, le regard des Français sur l'incarnation de la gauche, les politiques qui représentent le mieux la gauche aujourd'hui en tête. C'est Raphaël Glucksmann. Pour les sympathisants électeurs de gauche, c'est François Ruffin qui arrive en tête. À égalité à un point près avec. Ça joue à très peu. Jean-Luc Mélenchon, lui, il est loin derrière. Il est pratiquement avant-dernier, c'est ça, devant Emmanuel Macron. Vous avez testé Emmanuel Macron? Oui, puisque c'est une enquête qu'on fait historiquement avec Sud Radio, depuis donc ce dépassement des clivages, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'on le teste. Il a toujours l'idée d'être en même temps. Lui, il s'est jamais défini comme un homme de droite, même si maintenant on voit très bien que pour les Français il n'appartient absolument plus à la gauche, d'où il vient. C'était quelqu'un, quand on regarde notre rolling IFOP fiducial de 2012, il prenait quotidiennement quasiment 3/4 de l'électorat ou la moitié de l'électorat de François Hollande de l'élection présidentielle dans le rolling de 2017, pardon, pas de 2012. Non, ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est qu'on voit que les principales personnalités auprès de l'ensemble des Français et auprès des sympathisants au terre de gauche sont des personnalités qui sont très hostiles à Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Fabien Roussel, François Ruffin, qui effectivement auprès du cœur de cible arrive en tête, et les mauvaises places occupées par Mathilde Panot, Emmanuel Bompard et surtout Jean-Luc Mélenchon, c'est lié à ce problème de positionnement de la France insoumise, qui est beaucoup plus à gauche et beaucoup plus radicale par rapport au centre de gravité du peuple de gauche. Il y a également une colonne auprès des Français qui se positionne à gauche. Alors, la question, il faut être bien clair, c'est pas de la popularité, c'est pas un souhait de candidature à la présidentielle, c'est est-ce qu'ils incarnent la gauche. Et on voit très bien les valeurs de la gauche, les idées, l'imaginaire de gauche, comme on dit dans le bouquin avec mon co-auteur Brice Sokol. Et c'est vrai que, c'est ce qu'on voit dans d'autres enquêtes, les difficultés de la France insoumise, qui a perdu son magistère au sein de la gauche, aux européennes, on l'oublie, c'est Glucksmann qui arrive en tête. La liste Glucksmann au sein des listes de gauche, c'est que sur toute une série de sujets, on a un décalage entre les prises de position des leaders de la France insoumise et ce que nous disent
dans nos enquêtes les sympathisants de gauche. Vous ne trouverez pas une majorité de gens de gauche qui disent qu'il y a un racisme systémique, que la police tue, que les émeutes urbaines de juin 2023 étaient des émeutes sociales justifiées, que la burqa est un vêtement culturel, etc. Je pourrais multiplier les exemples, mais c'est vrai qu'il y a une vraie percée Raphaël Glucksmann. On teste pour la première fois, il arrive en tête auprès des Français et quasiment en tête à gauche. Et on voit très bien, il y a ce pôle de gauche radicale de la France insoumise et il y a un pôle social-démocrate, appelez-le comme vous voulez, social écologiste, mais il n'y a pas d'incarnation. Il y a un match qui va se jouer sans doute entre Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve, qui est loin dans ce sondage, et peut-être même François Hollande, qui est premier chez les sympathisants socialistes. Qui fait son petit tour de France, en plus, Bernard Cazeneuve, qui lance aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Il a structuré son mouvement. Bon, en tout cas, Alex Darmon, on le voit globalement, pour les électeurs de gauche, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, c'est plus vendeur, quoi. Alors, deux choses. D'abord, c'est quoi la gauche aujourd'hui ? Objectivement, quand on réfléchit 2 secondes. Et la droite. Mais là, en l'occurrence, sur votre sondage, Frédéric, on peut se demander c'est quoi la gauche, parce que effectivement, quand vous regardez les idées, les différents points de vue et points de programme, c'est un peu éloigné. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je me méfie toujours. On en a parlé avec Frédéric. Jean-Luc Mélenchon, quand il a besoin d'être là, il est là au final. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand il part très en retard dans une campagne électorale, c'est la dernière ligne droite. Voilà. Oui. Et je pense que ça fait 2 campagnes qu'il apprend qu'il arrive un peu trop tard. Peut-être que pour la campagne de 2027, s'il décide d'être candidat, il va se déclarer un petit peu plus tôt. Là, de fait, il est en dehors du jeu politique, puisque finalement, ça se passe sans lui à l'Assemblée nationale. Il est plus député. Et puis, je rajouterai autre chose, c'est que même si la France insoumise a perdu son leadership à gauche lors des élections européennes, il faut quand même dire qu'elle a fait un score plus important qu'il y a 5 ans, lors des dernières élections européennes. Voilà, 9,5, où elle avait fait, je crois, 6,5 ou 7. 6, ouais. Voilà. C'est quand même, ça dit quand même quelque chose sur leur stratégie. Je pense que Raphaël Glucksmann, s'il termine premier, il prend pas de voix à la France insoumise. En revanche, il en prend un peu ailleurs, notamment chez les macronistes, à mon avis. Il prend quand même de l'électorat Mélenchon présidentiel qui avait voté Mélenchon par vote utile. Mais j'entends ce que vous dites. La seule petite différence, c'est que depuis s'est passé le 7 octobre et les soupçons de plus en plus ouvertement exprimés d'antisémitisme à l'égard de Mélenchon. On a fait une enquête avec Sud Radio et le FIGMAG. Ce n'est qu'une enquête présidentielle, prudence absolue. Mais pour la première fois, il était sous les 10% d'attention de vote à une présidentielle depuis assez longtemps. Alors Jean-Luc Mélenchon n'est plus député, effectivement, sauf que on voit Raphaël Glucksmann qui arrive en tête, il est assez discret, Frédéric Fougera quand même depuis les européennes, et pourtant c'est celui qui incarne le mieux, selon ce sondage, les valeurs de la gauche. Effectivement, alors déjà j'ai un petit point sur ce que vient de dire Alex, je suis pas exactement d'accord avec lui sur le fait que Jean-Luc Mélenchon soit hors jeu, parce que ce sont quand même souvent ces prises de position soit orales, soit un tweet qui tout d'un coup indiquent les positions à prendre par ses parlementaires, notamment à l'Assemblée nationale, enfin c'est là où il en a. Donc il n'est pas exactement hors jeu, il a plus de fonction effectivement, mais enfin il est quand même, son ombre est présente en permanence sur le jeu politique et notamment de cette partie de la gauche. Mais effectivement, le fait que ce soit une personne qui soit assez discrète, Fabien Roussel aussi, c'est quelqu'un qui arrive en numéro 2 qui est quand même relativement discret, c'est assez intéressant. Surprenant, ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir une comparaison, peut-être qu'elle existe, entre cette incarnation et les intentions de vote si jamais ils étaient candidats. Est-ce que l'écart est gigantesque ? Est-ce qu'il est proche ? Moi, ça me permet d'interroger les médias. Je mets souvent en cause la responsabilité des médias qui peuvent faire beaucoup de bien comme beaucoup de mal. Quand on voit les médias qui mettent en lumière d'une façon incroyable, parfois des personnalités politiques qui n'apportent rien au débat. Je pense à certains ou certaines députés EES qui sont plusieurs fois par jour dans les médias alors qu'elles n'ont aucun travail parlementaire, aucun travail législatif à défendre. Donc finalement, elles n'ont aucune raison d'être invitées, mais le bruit médiatique qu'elles font, finalement, assure le spectacle. Je pense que tout le monde devine derrière mon propos. Qui n'est pas testé dans ce sondage, Sandrine Rousseau d'ailleurs. Donc ça indique finalement Marine Dandelier qui a un score plutôt intéressant, pardon Frédéric de l'interrompre, et également Yannick Jadot qui existe à gauche. Donc tout ça pour dire, c'est quand même intéressant de voir que cette responsabilité des médias qui est énorme dans la mise en lumière de certaines personnes, est-ce qu'elle affecte à ce point l'état d'esprit ou la réflexion des gens ? On voit que les Français ont l'air beaucoup plus sages et raisonnables que radicaux et par rapport à la radicalité des gens qui occupent les plateaux de télé et les studios radio. Le débat d'une certaine manière. Éric Revel, les résultats de cette balise fiduciale, c'est une surprise pour vous ? Je partage l'idée que Sandrine Rousseau
pardonnez-moi, mais elle est minoritaire dans un parti qui représente 5 points, 6 points, et pourtant on ne parle que d'elle. Donc c'est vrai qu'il y a une responsabilité des médias. Elle ne vit que du buzz, que par le buzz. Voilà, elle choque. Bon, et les médias continuent souvent de l'inviter. C'est vrai que pour moi, c'est une aberration politique totale. Maintenant, Éric, si vous me permettez juste une chose. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si cette étude existe, ça serait intéressant de voir son nombre d'interviews et de prises de position dans la presse écrite par rapport à la télé et à la radio. Parce que dans la presse écrite, elle n'existe quasiment pas. C'est vrai. Et ça montre aussi le jeu qui est fait entre les politiques et entre certains médias. Le buzz. Maintenant, dans le très intéressant sondage de Frédéric Dabi, l'IFOP, moi, il y a 3 personnes qui m'intéressent beaucoup. Alors, je vais mettre Glucksmann de côté parce que je crois pas du tout que politiquement, sur une présidentielle, il tiendrait le coup. D'autant plus que François Hollande, vous avez vu, va provoquer un nouveau congrès du Parti Socialiste en essayant qui est pas si loin dans ce sondage, hein, François Hollande, 4e non, alors place. Justement. Et premier chez les sympathisants. Justement, donc, je voulais parler de Hollande, de Ruffin et rapidement de Mélenchon. Mélenchon, il a une tactique qui est très claire. Il a solidifié un socle électoral communautaire. Ça, il considère que c'est acquis et qu'ensuite, puisqu'il a loupé à quelques centaines de milliers de voix la dernière présidentielle. Ensuite, je pense qu'il va adoucir un peu le ton et essayer de séduire une autre partie de l'électorat. Mais là, il s'est assuré un socle avec les écarts et les dérapages qu'on connaît, notamment sur la question de l'antisémitisme. François Hollande, il est comme Ulysse, il fait un bon voyage. François Hollande, il a compris, contrairement à Édouard Philippe, qu'il fallait être à l'Assemblée nationale parce que c'est là que ça se passerait. Il est conscient depuis longtemps de l'impopularité d'un Jean-Luc Mélenchon et du fait qu'il emmène la gauche dans le mur avec ses prises de position délétères. Donc François Hollande, il peut très bien se placer comme le plus petit dénominateur commun à gauche. Quand il va essayer évidemment de bouter Olivier Faure hors du Parti Socialiste, qui va essayer de mettre un congrès du PS à sa main, il peut très bien ressurgir de ses cendres. Et pour rigoler, je disais tout à l'heure que peut-être qu'il voterait Trump aux États-Unis en se disant qu'un président réélu, ça pourrait aussi lui arriver. Donc je pense que Hollande peut représenter le plus petit dénominateur commun. Et puis il y a un autre personnage qui est très intéressant à gauche, c'est Ruffin. Parce que Ruffin, qui a divorcé avec politiquement avec Mélenchon, qui est plus LFI, qui a eu des prises de position fortes sur la misère, sur le mouvement des Gilets jaunes, vous vous souvenez, à ce moment-là, je crois qu'il incarne... Et qui a sauvé son siège de député aussi. Contre LFI. LFI. Moi, j'étais persuadé, en fait, qu'ils le sacrifieraient, qu'ils appelleraient à voter contre Ruffin. Donc, le fait qu'il s'est fait réélire, contrairement à Fabien Roussel, qui, lui, a été battu, quand même, à la députation, je pense que Ruffin peut incarner une gauche nouvelle. Maintenant, est-ce que la gauche peut gagner l'élection présidentielle de 2027 ? C'est aux sondeurs de talent de nous le dire. Hein. Franchement, on est encore loin, mais on est encore loin. Envisageable. En tout cas, la gauche ne connaît que des 21 avril depuis 2017 inclus, premièrement. Deuxièmement, bien sûr, savoir ce qui va se passer sur une présidentielle, en plus une présidentielle de renouvellement, comme celle de 95, comme celle de 2007 ou 2017, quand le président sortant n'est pas candidat, et là on sait qu'il ne sera pas candidat, et quasiment mission impossible. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, ce qui frappe, quelle que soit l'élection, c'est la faiblesse du total gauche. Certes, la gauche a plus de députés que les autres, mais quand même, il y a une question qui doit questionner, si je puis dire, sur l'alliance avec la France Insoumise, qui fait perdre également beaucoup de voix. On l'a vu aux élections européennes, on l'a vu surtout aux législatives, à la gauche social-démocrate. Et est-ce que cette gauche radicale est souhaitée par les Français? Et sur quelle base, quel équilibre aussi s'unir? Alex Darmon, pour conclure sur ce débat. Pour terminer, vous imaginez vraiment la France Insoumise se ranger derrière François Hollande en 2027? Oui. C'était le capitaine de pédalo pour Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle de 2012. C'est injouable. C'est pour ça que même s'il veut ressurgir tout seul, déjà, il avait eu du mal à le faire en ayant une alliance énorme en 2012. Rappelez-vous les gens qui l'avaient rejoint au second tour et même dès le premier tour pour certains. En 2027, je vois mal comment la France Insoumise ou même des élus écologistes. Regardez ce qui s'est passé aux élections législatives. Je veux dire, il y a des gens de gauche qui ont accepté les voix de LFI. François Hollande en tête. François Hollande en tête. Darmanin était élu député avec les voix de la France Insoumise. C'était une commune, Eric. Oui, mais vous savez, la gauche sait beaucoup plus facilement se rassembler en mettant de côté tout ce qui est
dans le caniveau pour faire gagner son camp. Si vous avez un François Hollande, je prends cet exemple, c'est un constat que j'essaie de tirer. Alors, c'est pas forcément une envie, mais si François Hollande est face à Marine Le Pen, si tant est qu'elle soit éligible après son procès d'assistant européen, vous pensez que la gauche va voter Marine Le Pen? Non, mais c'est un deuxième tour. Sur un premier tour, vous voyez vraiment Jean-Luc Mélenchon se ranger derrière François Hollande. Il peut incarner le plus petit dénominateur commun, oui. En tout cas, 2027, c'est encore loin. Donc on verra ce qu'il en est. Mais les bases du débat sont posées. Allez, on revient dans un instant. Éric Revel, Alex Darmon, Frédéric Fougera et Frédéric Dabi. On va parler de ce déchaînement de violence. Vous l'avez vu en région parisienne, dans le RER E. Affrontement à la hache. 4 personnes blessées, dont 2 grièvement. On parle de quoi? On parle de mains tranchées, de crânes ouverts, déchaînement de violence totale. On va en parler juste après ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord avec nos débatteurs du jour. Si vous nous rejoignez, je vous les présente à nouveau. Alex Darmon, journaliste politique, chaîne YouTube Les Indécis, qu'on retrouve également tous les vendredis matins dans La Vérité en face de Patrick Roger, 9h-10h. Présent également avec nous Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, auteur de Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube. Éric Revel, journaliste éditorialiste de Sud Radio. Vous levez tôt le matin, lundi, mardi, mercredi, pour être dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin et nous parler économie. Puis Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, auteur d'Anthologie de la com, c'est aux éditions Bréal Sudirama. On va revenir sur ce qui s'est passé ce matin, déchaînement de violence, je le disais juste avant la pub, avec cet affrontement à la hache, à la hache, bagarre dans le RER E en région parisienne, 4 personnes blessées, 2 très grièvement. Ça nous a tous fait un petit peu réagir, Éric Revel. C'est vrai que c'est assez dingue ce qu'on peut lire justement à ce sujet, quoi. Écoutez, c'est du jamais vu. On a l'impression que jour après jour, ce pays s'enfonce dans une violence sans aucune limite. Vous l'avez dit. Les bandes de jeunes, là, entre guillemets, se sont massacrés à coups de hache et à coups de couteau. On parle d'une main tranchée, de doigts coupés. Alors, on connaît pas les motifs, mais ce que je veux dire, c'est que cette violence constante, quotidienne dans le pays, que ce soit des attaques au couteau, des tirs d'armes automatiques, des voitures brûlées, le tout sur fond de trafic de drogue, toutes les villes en France sont... Alors là, on ne sait pas ce que c'est. Très bien, mais des bandes rivales qui s'affrontent, je pense que c'est pas parce qu'elles n'étaient pas d'accord sur le résultat du match de rugby entre le Stade français et le Stade Rochelais, si vous voulez. Donc, en fait, cette violence semble totalement nous submerger. Alors, on a un ministre de l'Intérieur qui fait beaucoup de déclaration, Bruno Retailleau, mais je vois pas... moi, ça me donne l'impression, si vous voulez, je vous le dis comme je le pense, que tout ça est hors de contrôle. Hors de contrôle. C'est-à-dire qu'on a des agressions comme jamais, sans parler évidemment de l'antisémitisme, mais ce pays est en train de s'enfoncer dans une violence. Alors je suis honnête intellectuellement avec moi-même, c'est-à-dire que parfois je me dis, mais est-ce que, comme je commence un peu à vieillir, je suis pas en train de basculer dans la génération des gens qui comprennent plus rien et qui se disent c'était mieux avant. Mais si vous voulez, aussi loin que ma mémoire me porte, et elle est encore bonne. Je me souviens pas, si vous voulez, d'agression au couteau. On en a plusieurs dizaines par jour. Peut-être pas la même forme de violence, quoi. Oui, enfin les règlements de compte dans les balles, c'était des coups de poing dans la figure, si vous voulez, on a connu ça. Mais là, les gens se massacrent à la hache. RER E, Ozoir-la-Ferrière, sur la ligne. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est... je veux dire, c'est pas une ville la plus déshéritée qui existe en France. Donc en fait, cette violence, elle est partout, elle est quotidienne, elle peut toucher n'importe qui. Vous sortez d'une boîte de nuit, vous prenez une balle dans la tête, comme ce pauvre garçon Nicolas qui était du côté de Valence, de rugby à côté de Valence. Même clair que Thomas. Même clair que Thomas de Crépol. Donc si vous voulez, on est submergé par cette violence. Le pire, ce serait de s'y habituer. Mais je vois pas comment on contient tout ça. Enfin, moi, ça m'inquiète énormément. Frédéric Dabi. Le discours d'Éric est très représentatif de ce que nous disent les Français dans nos enquêtes. Il y a un item qu'on pose depuis des années, on ne se sent en sécurité nulle part, qui monte à des niveaux jamais vus et qui est maintenant majoritaire à gauche. C'est un sujet, l'insécurité, la délinquance, la criminalité, sur lequel le clivage gauche-droite a très fortement reculé. C'est vrai qu'il y a l'idée de perte d'autorité, de perte de contrôle, d'impunité
l'impuissance de l'État. Et c'est vrai que de plus en plus, les Français, donc on leur demande les solutions, parlent moins de forces de police qui sont jugées faire le job que d'insuffisantes réponses pénales. Mais effectivement, ça crée une ambiance particulière où quand je regarde notre trio de tête des préoccupations des Français dans l'enquête de rentrée IFOP fiduciale pour Sud Radio, on a en 1 la santé, en 2 l'éducation, en 3 l'insécurité et la délinquance, devant le pouvoir d'achat et très loin devant le chômage. Avec cette spirale de la violence qui se cristallise autour de la lutte contre le trafic de drogue, encore un week-end meurtrier, on a parlé de ce qui s'est passé du côté de Valence, un mort également du côté de Rennes, c'était au lendemain de la visite de Bruno Retailleau sur place, ministre de l'Intérieur. Frédéric Fougerat, je voyais réagir quand Éric Revel parlait de violence au quotidien, quoi. Non, mais Éric Revel disait le pire ce serait de s'y habituer, mais malheureusement il a raison, mais la régularité de ces faits divers participe finalement quelque part à l'habitude que nous avons de les entendre, et finalement on normalise petit à petit ces horreurs, ces barbaries, parce que vous évoquiez quelques blessés, mais à la hache. Enfin, c'est le Moyen-Âge, on est en train de chasser l'animal, on n'est pas dans une ville urbaine civilisée. Et pour rester dans mon rôle de communicant, je voudrais en profiter pour appeler à la prudence toutes celles et ceux qui rêvent de la place Beauvau, donc du ministère de l'Intérieur, comme monsieur Retailleau dans son temps, qui appelait à la démission de Darmanin à chaque fait divers un peu grave. Il y a quand même une différence très importante entre la volonté de faire les choses et la réalité ou l'efficacité. Donc beaucoup de prudence de la part des politiques pour critiquer. On évoquait le fait qu'on avait un sentiment de dépassement total où il suffit pas d'avoir la volonté pour réussir. Critiquer et puis chacun donne un petit peu cette solution, comme si c'était la solution miracle. Alex Darmon. Ouais, franchement moi je suis un peu inquiet, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en plus de la violence qu'on découvre effectivement tous les jours, on n'a pas l'impression que le pouvoir politique en place actuellement est capable de lutter contre cette violence. Je m'explique. Vous avez quand même aux 2 ministères régaliens les plus importants, la justice et le ministère de l'Intérieur, 2 personnes qui ne sont absolument pas d'accord entre elles. Si tu veux, on parlait d'arsenal policier d'un côté, d'arsenal judiciaire de l'autre. Vous avez vraiment 2 personnalités qui d'abord n'ont jamais travaillé ensemble et qui semblent pas vouloir le faire. Alors elles vont se déplacer, les 2 ministres vont se déplacer ensemble vendredi à Marseille. Premier déplacement pour présenter un plan de lutte, voilà. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont en dire. Pas ce qu'il y a dedans pour l'instant. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils parlent beaucoup entre eux déjà avant de se déplacer vendredi, parce que quand vous entendez les dernières déclarations de l'un et de l'autre dernière semaine, vous vous rendez bien compte qu'ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point sur Bruno Retailleau, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup depuis plusieurs semaines. Beaucoup, mais que pour le moment, force est de constater qu'il n'y a pas vraiment résultat dans ce qu'il propose. Mais pourquoi ? Parce que l'urgence aujourd'hui du gouvernement, c'est pas tant de gérer ces questions, malheureusement, de violence et de criminalité, c'est de pouvoir voter un budget. Et le budget, je suis désolé, c'est quand même la priorité. On a déjà pris du retard depuis quelques semaines. C'est la priorité. Et tant que vous ne votez pas de budget, de toute façon, vous ne pouvez pas appliquer de loi en conséquence. Voilà. Et quand je vous dis qu'il y a une différence de perception entre l'intérieur et la justice, vous avez un ministre de l'Intérieur qui veut faire une loi autour du narcotrafic, notamment, c'est la mexicanisation, le grand mot qu'il a utilisé ce week-end, la mexicanisation de la France. Donc il veut faire une loi... Narco-racaille. Voilà, narco-racaille, des mots qui rappellent effectivement l'ancien temps, entre guillemets, 2007, avec Nicolas Sarkozy. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que lui, il veut s'inspirer de ce qui a été proposé par le Sénat, d'ailleurs par une commission d'enquête qui est assez intéressante, 2 sénateurs, Jérôme Durain et Monsieur Blanc chez les LR, Jérôme Durain PS, qui eux parlent de créer un grand parquet stupéfiant un peu à l'image de ce qui a été fait pour le terrorisme ou pour le PNF. Donc vraiment en faire une cause nationale. Et de l'autre côté, vous avez un ministre de la Justice qui lui dit non, on passe pas par le Parlement, on passe directement par le règlement pour aller plus vite et en faire une décision du gouvernement. Donc déjà, rien que sur la méthode, vous avez un problème d'échange et de débat. Donc on va voir ce qui va se passer vendredi. Mais avant d'annoncer quelque chose, je pense qu'il faut qu'ils se mettent d'accord. Et ça donne le sentiment qu'en fait, il n'y a pas de Premier ministre à bord. Oui, Frédéric Dabi, ça montre aussi ce qu'est ce gouvernement d'une certaine manière. C'est très divisé. Surtout un gouvernement qui incarne peu. Il y a 2 figures qui s'imposent. La figure de Michel Barnier, qui, sans bénéficier d'état de grâce, a toujours un vrai crédit de la part des Français. Mais les Français eux-mêmes, c'était une enquête IFOP pour le JDD, ont intériorisé que sa durée de vie va être courte. 3/4 des Français, c'était début septembre, c'était avant en plus, ce débat qui s'enlise, avaient le sentiment que ce gouvernement serait renversé par une motion de censure. Du côté du gouvernement, il y a beaucoup d'élus locaux, beaucoup de sénateurs, ce qui est un bon point parce que ça colle aux préoccupations des Français. Mais en dehors de Bruno Retailleau, peu de personnalités de premier plan
incarne. Et c'est vrai qu'on a l'impression, et la critique en termes d'inaction va finir par s'installer. La scène parlementaire n'est pas très visible. Les Français ont une ligne rouge, c'est les hausses d'impôts, mais ne voient pas exactement où va le budget et où le gouvernement les emmène. Et c'est vrai qu'on est dans un moment qui succède en plus à ce que j'ai appelé l'éclipse du politique. Depuis le 7 juillet, après les législatives, les JO, les Jeux paralympiques, le temps passé pour désigner un gouvernement, les Français se sont habitués un peu à l'absence du politique et ils n'ont pas été particulièrement malheureux. Et puisqu'il faut des acteurs responsables, les Français les cherchent du côté des élus locaux, jamais autant soutenus, et même auprès des dirigeants d'entreprises qui, eux, à leur niveau, arrivent à changer la vie. Et puis on demande à un gouvernement faible, finalement, de manière très forte, quoi. Il y a ça aussi. Allez, on revient dans un instant, 11h45, bientôt sur Sud Radio. On poursuit ces débats, mettez-vous d'accord, avec Frédéric Dabi, Éric Revel, Alex Darmon et Frédéric Fougera. On va continuer de parler de cette lutte contre les trafics de drogue avec cette proposition, notamment d'envoyer l'armée dans certains quartiers. Vous savez, c'est une solution qu'on nous ressort à chaque fois. Alors, quelle crédibilité là-dessus? Puis j'en profite aussi pour signaler que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin jeudi matin à partir de 8h30. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Benjamin Glaise. Mettez-vous d'accord, Alex Darmon, Frédéric Dabi, Éric Revel et Frédéric Fougera pour vous accompagner jusqu'à midi. On poursuit sur cette question de la lutte contre les trafics de drogue avec ce nouveau week-end meurtrier du côté de Valence, on en parlait tout à l'heure, et puis une nouvelle fois à Rennes où les fusillades se multiplient. J'allais dire c'est quasi quotidien, mais oui, mais presque. Alors on a les politiques, voilà, c'est la foire aux solutions. On a notamment cette solution, en tout cas cette proposition qui revient sans cesse, et c'est le député macroniste qui s'en fait l'écho, Carl Olive, qui propose d'envoyer l'armée dans certains quartiers. Solution souhaitable, envisageable, Frédéric Fougera? Il y a plusieurs choses dans ce sujet. Il y a un besoin de réponse immédiate à une situation d'urgence sensible, compliquée, et puis il y a un problème de fond. Alors envoyer l'armée ou avoir une autre solution, pourquoi pas? Franchement, je suis pas compétent pour pouvoir apprécier ça. Mais ça, c'est la réponse immédiate. C'est le pansement sur la plaie. Mais qu'est-ce qu'on fait pour traiter le sujet de fond? Et peut-être qu'une des premières questions qu'il faudrait se poser, c'est se droguer, c'est grave ou c'est pas grave? C'est un sujet qui nous préoccupe ou on s'en fout? Si c'est grave, alors est-ce qu'il y a des drogues douces, c'est-à-dire des drogues qui, elles, ne sont pas graves? Enfin, on a un vrai problème, je trouve, de lisibilité, de philosophie sur le sujet de la drogue dans notre pays, ce qui nous empêche d'avoir une ligne directrice et d'action, parce qu'en fait, on peut partir dans toutes les directions, et puis aussi au gré de certains gouvernements et de certaines tendances politiques, on va dans un sens, on va dans un autre, mais il y a un problème, c'est un problème d'abord très complexe, il n'y a certainement pas une solution immédiate qui va tout régler, ça engage beaucoup d'acteurs, ça engage aussi l'exemplarité, quand on voit des parlementaires qui se font piquer en train de dealer ou d'acheter de la drogue, voilà, est-ce qu'on peut continuer à être parlementaire dans ces conditions? Enfin, le sujet, il est extrêmement vaste. Donc, il y a des réponses d'urgence immédiates quand il y a des faits divers comme celui que vous évoquez à l'instant. Mais le sujet de fond, lui, il est très complexe à régler. Il faut peut-être avoir une ligne directrice, une philosophie. Et je pense qu'on n'a pas du tout cette philosophie. Mais la responsabilité, vous en parlez aussi des consommateurs. C'est la grande phrase en ce moment du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. C'est le joint qui a, le goût des larmes et le goût du sang, Alex Darmon. Alors justement, sur ces consommateurs, on a cette proposition aussi de Jean-Philippe Tanguy du RN qui veut proposer des courtes peines de prison pour les consommateurs. On sent que les consommateurs sont dans le viseur en ce moment des politiques, en tout cas d'une partie des politiques. C'est bien le populisme, de temps en temps, sur ce genre de proposition, ça peut faire plaisir à la majorité des gens, mais en réalité c'est inapplicable. Des courtes peines, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre les gens en prison 3 semaines parce qu'ils ont été fumés un joint. Moi, je rejoins ce que vient de dire Frédéric Fougera sur le fait que la politique de répression, elle est essentielle. Elle est essentielle dans ce débat de la consommation de drogue. 3,5 milliards de chiffre d'affaires sur le trafic de stupéfiants en France. 200 000 personnes qui en vivent aujourd'hui, dont 21 000 à temps plein. Ce sont les chiffres du rapport sénatorial qu'on a pu lire et se procurer, si vous voulez. Il est très intéressant, ce rapport sénatorial. Il faut aller le lire. Et donc, par conséquent, il faut qu'on traite le problème à la racine et qu'on aille chercher les gens chez eux. Mais c'est des entreprises aujourd'hui, ces trafiquants de drogue. C'est-à-dire que quand vous avez ces places nettes XXL et qu'on supprime 1000 points de deal, eux, ils s'adaptent parce que c'est une entreprise et
répondent à la demande et ils profitent de l'ubérisation de la société pour aller livrer les gens à domicile. Il faut contrer ça. Il faut avoir et pour recruter sur Internet, machin, Snapchat, à droite, à gauche. Voilà, donc il faut avoir un vrai travail de répression et il faut donner les moyens à la police de le faire. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, au lieu de dire qu'on va emprisonner les gens qui vont fumer un joint ou qui vont se droguer, il faut avoir aussi une politique sociale. Alors, je ne mets pas l'homme politique en question dont vous parliez, le député La France Insoumise, parce que quand vous êtes politique, vous avez des responsabilités et vous devez les tenir. Mais en revanche, il y en a qui sont malades et il faut avoir une politique de social pour accompagner ces gens à se sortir de cette dépendance. Je pense qu'effectivement, il faut avoir une ligne directrice, vous l'avez très bien dit Frédéric, mais une ligne directrice qui soit OK politique de répression, OK politique sociale. On essaie de mettre en place une vraie politique générale et globale sur ce sujet de stupéfiants en France. Voilà. Qui tient compte de toute la complexité du sujet. Exactement. Et puis il faut accepter le fait qu'il n'y ait pas une solution miracle, que c'est un ensemble en fait de on va dire de lois qui vont permettre ou d'actions qui vont permettre aussi de lutter contre ces trafics de stupéfiants. Éric Revel. Oui, alors on est démunis. À mon avis, on est aussi pas loin du hors contrôle. Il faut savoir que les grands pays fournisseurs de drogue ont ciblé la France comme pays d'entrée en Europe en estimant que le marché n'était pas mature encore, donc on pouvait encore vendre de la drogue en France. Mais pardonnez-moi, si on part du principe qu'aujourd'hui le trafic de drogue sont de véritables entreprises, c'est donc un secteur économique, et n'importe quel secteur économique, il fonctionne autour de deux choses, autour de l'offre et de la demande. Bien. Donc l'offre, c'est la lutte contre les trafiquants, si on peut encore y arriver. Et puis la demande, oui, c'est quand même les consommateurs. S'il y a un marché et s'il y a un secteur économique qui se développe, c'est qu'il y a bien une offre et une demande. Donc, je voudrais pas quand même que le gouvernement cible que la demande, parce que pour moi ce serait l'aveu que l'argent des trafics aussi. Oui, mais qui serait pas capable de lutter contre l'offre. En fait, c'est ça aussi qu'il faut voir. Bon, maintenant la déclaration de Carl Olive qui suit celle de Samia Ghali en son temps, sénatrice socialiste, qui avait dit il faut envoyer l'armée dans les quartiers à Marseille, dans Marseille Nord. Bon, je vais pas être méchant avec Carl Olive, mais je pense que il nous fait un peu du Rousseau, vous voyez, c'est-à-dire que il aime bien faire du buzz, il aime bien qu'on parle de lui, parce qu'il a peut-être loupé un poste de ministre. Peut-être que voilà, donc il faut surtout pas qu'on l'oublie, et il envoie des cartes postales, vous voyez, régulièrement, parce qu'il a dit ça, donc il faut envoyer l'armée pour lutter contre le trafic. Et puis il a eu une autre sortie aussi que j'ai oublié, qui était pas mal non plus dans cette interview, qui a fait aussi un peu parler, mais que j'ai plus en tête. Vous l'avez pas retrouvé, Benjamin, c'est dommage. Non, je suis en train de regarder mes fiches. Il a fait une autre déclaration sur un autre. Enfin, ça va revenir. Bon, voilà. Est-ce que vous avez une bonne mémoire? Oui, j'avais peut-être tout à l'heure. Je commence à j'ai vieilli d'une heure de plus. Non, ce que je veux dire, c'est que, je veux dire, envoyer l'armée dans les quartiers. Alors, l'armée fait pas de maintien de l'ordre, vous voyez. Alors, en revanche, symboliquement, ça veut dire quelque chose quand même. C'est que l'armée, elle intervient pour défendre un pays. Voyez, pour éviter que l'ennemi ne prenne pied sur son territoire. C'est ce que font les Ukrainiens face aux Russes, voyez. L'armée française, jusqu'au moment où elle a été virée d'Afrique, intervenait pour défendre les pouvoirs en place ou pour éviter que le terrorisme islamiste ne gagne du terrain. Et symboliquement, ça veut dire quand même que l'armée, elle pourrait aussi reconquérir des territoires qui sont perdus par la République. Et ce symbole-là, il est quand même assez fort. Et c'est peut-être... Alors, je vais être sympathique maintenant avec Carl Olive. On parle beaucoup des polices municipales. C'est peut-être aussi inconsciemment ce qu'il a voulu dire. Pour le reste, les buzz de Carl Olive, on les connaît. Il n'y a pas de noyau dans les buzz de Carl Olive. Frédéric Dabier. Pas mal. Excellent. Mais je rebondis sur ce qu'a dit Éric Revel. Parler de l'armée, c'est très symbolique et ça touche l'opinion publique. On sait très bien quelle est la toile de fond de l'imaginaire des Français, on parle dans notre bouquin avec Fabrice Sokol, c'est le déclin, la France qui tombe. Et la France qui tombe, ça se cristallise sur deux institutions, l'école, l'hôpital. L'armée n'est jamais concernée dans le discours des Français. Il y a un vrai crédit de confiance à l'égard de l'armée, et même si vous avez tous très très bien dit, vous êtes plus connaisseurs que moi, ça paraît complètement improbable que l'armée fasse du maintien de l'ordre, quid de ses vraies missions, ça va toucher les Français. Maintenant, sur cette question de la dépénalisation, on en parlait tout à l'heure avec Alex, l'IFOP pose cette question depuis très très longtemps. On l'a posée pour la dernière fois en 2021. Ça évolue comment Justement, en 77, première mesure, on a 2 tiers des Français défavorables à la dépénalisation, puis ça baisse continuellement, et en 2021...
première fois qu'une petite majorité, c'est du 52-48 ou du 51-49%, disent il faut dépénaliser l'usage de cannabis. On s'était focalisé sur le cannabis. 2 remarques. 1, c'est une question sur laquelle le clivage gauche-droite qui tend à perdre de sa vigueur existe. On se souvient de la gauche pétard, Jean-Louis Debré par rapport à Dominique Vonnet, ça pour ceux qui s'en souviennent. On se souvient de... c'est un sujet qui clive à gauche et à droite. C'est aussi un sujet sur lequel l'opinion est peu constituée. Il y a eu vraiment... elle est quasiment à 50-50, mais là... il s'est passé quelque chose. Pour la première fois depuis très très longtemps, même si Darmanin l'avait fait un petit peu, on a un locataire de la place Beauvau qui fait porter directement, avec des phrases très fortes que vous avez citées, la responsabilité sur les consommateurs, sur la demande. Et c'est vrai que ça peut faire bouger les lignes, puisque les Français voient beaucoup dans leur vie quotidienne. On voit dans des enquêtes locales que réalise l'IFOP, que il y a des villes où les gens changent de quartier, contournent tel ou tel coin où il y a du deal, que ça empoisonne la vie quotidienne des Français, même s'il y a beaucoup de consommateurs, environ 4 à 5 millions, je crois. Vous le disiez tout à l'heure, Alex. C'est vrai que l'opinion va être plutôt sur une logique de fermeté. Et c'est vrai que sur cette question, les choses peuvent bouger. Merci beaucoup. Je rappelle que Bruno Retailleau donc sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin jeudi matin à 8h30 à la veille d'un déplacement important. On verra s'il y a, on va dire avec le ministre de la Justice, le garde des Sceaux Didier Migaud qui sera avec lui, s'ils arriveront à se mettre d'accord. Ils auraient pu venir tous les deux, non? Pourquoi pas? On va leur proposer en couple. Julien. On demanderait à notre programmatrice de le faire. Merci beaucoup Alex Darmon, journaliste politique, chaîne YouTube Les Indécis, et qu'on retrouve tous les vendredis 9h, 10h, La Vérité en face avec Patrick Roger. Un grand merci Frédéric Dabi d'être passé nous voir sur Sud Radio, directeur général de l'IFOP, auteur de Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube. Et puis on peut retrouver aussi la balise IFOP fiduciale dont on a parlé tout à l'heure sur le site de sudradio.fr. Un grand merci Eric. Merci. Revel, journaliste, on vous retrouve demain 7h25, votre édito écho avec Jean-Jacques Bourdin. Et puis merci Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, agence de communication, auteur de cet ouvrage Anthologie de la com. C'est aux éditions Réal Studirama. Merci à vous quatre. Passez une très belle journée sur Sud Radio. Dans un instant, Berkoff est dans tous ses états. André Berkoff, vous le retrouvez à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.